Avec notre partenaire Harmonie Mutuelle, avec qui nous organisons des débats publics sur divers sujets de société, nous avons décidé de travailler à la construction d'un catalyseur de transformation sociale. Et nous étions en contact avec le Conseil économique et social environnemental régional, avec Jean-Louis Chauzy, et avec qui nous avons décidé de choisir un certain nombre de grands acteurs des sphères politiques, la gauche et la droite, économique, divers secteurs d'activité, sociales, tous les syndicats, associatives, de façon à les auditionner pour comprendre leur vision du territoire, pour comprendre les racines de la performance. Et puis nous avons fait une analyse transversale de ce qu'ils nous ont dit, des informations recueillies, et ceci nous a permis de bâtir un pré-diagnostic qui constitue en fait l'essentiel d'un kit de dialogue, ce kit de dialogue que nous allons activer pour la première fois le 27 février, mais qui ensuite a pour objet de vivre, d'être activé au sein des territoires, au sein des organisations professionnelles, syndicales, au sein des entreprises, pour donner la parole aux citoyens, pour organiser et produire de la rencontre entre les faits, entre les idées et entre les personnes, de façon à produire de nouvelles idées encore, de nouveaux projets, et faire en sorte que des projets de territoire puissent naître, voir le jour, sur la durée, dans l'ensemble du territoire. Dans la perspective de construire une culture de débat et de contribuer à construire un plus haut niveau de respect des personnes, des faits et des idées, nous avons regroupé des grands acteurs qui constituent un réseau qui s'appelle l'Odyssée, et puis nous activons une méthode qui est celle de l'Odys, une méthode d'organisation du débat. Et nous avons procédé à de très nombreuses auditions, à des tables rondes, à des forums sur de multiples sujets de société. Tout ça nous a conduit à auditionner une grande quantité de personnes, à donner la parole à une très grande quantité de personnes dans toutes les sphères, sur de très nombreux sujets. Et chaque année, nous rédigeons un rapport qui s'appelle l'État social, alternativement, une année sur 3, de la France, de l'Europe et du monde. Alors, avant de parler spécifiquement de Midi-Pyrénées, il convient de prendre le temps de regarder la corrélation entre le niveau de performance, de lien social et de gouvernance dans l'ensemble de la société française, européenne et mondiale. Et quand nous cherchons des indicateurs de statistiques publiques, de lien social d'une part, de performance de l'autre, et que nous les agrégeons d'une part et d'autre part, pour ensuite construire des classements dans les deux dimensions, nous constatons que ces deux classements sont très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que là où il y a du lien social, il y a de la performance, et là où il n'y a pas de performance, il n'y a pas de lien social non plus. Alors, on voit ça en France, on voit ça en Europe, et nous voyons également ça dans l'ensemble de la société mondiale. Alors, quand nous analysons la société européenne, nous voyons quelque chose qui est très intéressant pour essayer de comprendre les racines de ce phénomène, lien social, performance corrélée. Et quand nous positionnons sur une carte l'ensemble des cités-États du Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, dans le nord de l'Italie, nous voyons que ces territoires sont ceux où aujourd'hui le PIB par habitant est le plus élevé. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très étroite entre la façon dont la gouvernance s'est structurée il y a 1000 ans et le niveau de performance aujourd'hui. Et ce qui fait la différence, c'est donc la mutualisation de l'information, à mesure que l'on est capable de se parler, d'entendre les informations des autres, d'entendre les signaux d'alerte, d'entendre les bonnes idées. Alors non seulement chacun devient plus intelligent, mais aussi chacun est capable de mieux prendre en main la réalité de la situation collective dans laquelle nous sommes. Et donc c'est bien la mutualisation de l'information qui produit le plus haut niveau de respect des personnes, des faits et des idées dans les différentes composantes territoriales. Et donc ça, c'est très important parce que, avec le débat politique de l'ère industrielle, on a vu s'opposer la performance au lien social. Et ce que l'on voit dans ce travail-là, c'est qu'il convient de ne plus opposer l'un à l'autre, mais de comprendre que l'un et l'autre sont le produit d'une même dynamique qui est cet étage de la gouvernance qui permet de produire de la démocratie adulte dans laquelle on arrive à impliquer la diversité des composantes du corps social. Et il y a une alternative à ça. Certains peuvent dire non, non, tout ça est très compliqué. Ce n'est pas la peine d'impliquer toutes ces personnes qui ne font que regarder Star Academy ou le football. Et alors, on entre potentiellement dans un système de concentration des pouvoirs. On donne la parole exclusivement
à des décideurs qui ont l'information, qui peuvent décider en connaissance de cause, mais quand on décide sans les autres, alors ça ne s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle le despotisme. Et si on est militant de la démocratie, alors il nous faut trouver des mécanismes d'inclusion des personnes dans la réflexion collective. Deuxième élément d'introduction au fonctionnement de cette région Midi-Pyrénées, ce sont les enjeux spécifiques à la France. Pour comprendre Midi-Pyrénées, il faut comprendre la société française dans laquelle nous sommes. Et sur ce schéma, vous voyez comment se situe la France sur cette corrélation lien social-performance. Et on voit que de 2004 à 2012, la France progresse en lien social et pas en performance. Alors par rapport à cette corrélation lien social-performance, c'est-à-dire que la France est en train de s'enfoncer dans un mécanisme d'endormissement. Alors quels sont les scénarios possibles face à cet enjeu d'endormissement? Alors premièrement, on peut dire que cet effort de construction du lien social qui s'est opéré depuis 10 ans va produire de la performance parce que les personnes étant mieux ensemble, elles vont pouvoir mieux se parler, mieux se comprendre, mieux inventer l'avenir et donc le niveau de performance s'alignera sur le niveau de lien social. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est l'inverse, c'est l'alignement du lien social sur la performance, c'est-à-dire que si on a construit ce lien social de façon superficielle, de façon aléatoire et non structurée, alors les personnes vont se replier sur elles-mêmes parce qu'elles ne vont pas trouver leur compte dans la construction d'un projet commun. Alors maintenant, si on compare la France et l'Allemagne en termes de performance sur 10 années, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en 2004, la France et l'Allemagne étaient relativement dans la même situation, 10e et 11e parmi les pays d'Europe. Mais par contre, on voit qu'aujourd'hui, l'Allemagne a gagné 3 places, elle est maintenant 7e. La France en a perdu 2, elle est maintenant 13e. Donc quand on était 10e, 11e, on peut dire que c'est à peu près pareil. 7e, 13e, on voit que c'est très différent. D'autant que là, ce ne sont que des classements que je viens de citer, mais si nous regardons le niveau de développement de la performance, on voit que l'Allemagne était à 53,5, 53,7 en 2004, elle est maintenant à 57,1, alors que la France, qui était à 48,7, est maintenant à 48,8. C'est-à-dire que l'Allemagne a pris 3,5 points quand la France a stagné. Et là où nous avions 5 points d'écart il y a 10 ans, nous avons maintenant 8 points d'écart. Donc l'écart se creuse entre la France et l'Allemagne en termes de performance. Et maintenant, quand on regarde, on fait le même exercice sur le lien social, on va trouver que le modèle social français, dont on parle beaucoup, eh bien, il faut le chercher, parce que l'Allemagne, il y a 10 ans, était 7e parmi les pays d'Europe, et la France était déjà 13e. Et là, l'évolution est relativement identique dans les deux cas. Les deux pays perdent une place sur 10 années, et le lien social, néanmoins, progresse dans les deux cas, en France comme en Allemagne. Donc le différentiel ne s'accroît pas et le lien social progresse. Alors maintenant, quand on regarde le positionnement de la France qui s'enfonce dans un meilleur lien social qui ne produit pas de performance, donc ça relève de l'endormissement, de l'assoupissement, avec l'Allemagne qui s'échappe sur la partie en haut à droite du schéma et qui va vers un équilibre performant, on voit que les deux pays ne suivent absolument pas la même trajectoire et ne sont pas en train de devenir la même chose, et la cohésion entre les deux pays va peut-être poser problème. Alors, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que la France a des difficultés à construire son projet? Eh bien, pour ça, il faut regarder la façon dont un corps social est structuré. Il y a toujours des acteurs dans toutes les sociétés qui sont les masses silencieuses, qui travaillent. Donc ça constitue l'essentiel du corps social. Et ensuite, un pouvoir temporel au-dessus de ces masses silencieuses qui travaillent, qui est le pouvoir politique, qui détient des savoirs et qui construit des arbitrages au profit de l'ensemble de la société. Et puis, encore au-dessus, il y a une forme de pouvoir spirituel qui relève, dans l'histoire du monde, du religieux. En tout cas, le rôle social de ce pouvoir spirituel consiste à dire ce qui est juste, à dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et en France, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a une imbrication entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Cette imbrication remonte au sacre de Pépin le Bref, dont les Français n'ont pas conscience, mais en réalité, il y avait toujours une cérémonie du couronnement, d'une part, une cérémonie du sacre, d'autre part. Ils n'en ont tellement pas conscience que quand on parle du sacre de Napoléon, on se trompe complètement. En fait, Napoléon n'a jamais été sacré, il a été couronné,
Par contre, en termes de communication politique, le grand tableau de David s'appelle le sacre. Mais les Français confondent la notion du sacre et la notion du couronnement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un décideur qui est de droit divin, on ne peut plus s'opposer à lui, on ne peut plus lui dire qu'il s'est trompé, et donc on ne peut pas entrer dans la bataille des idées. Et si on n'entre pas dans la bataille des idées, alors tout le monde suit. Si on suit, il y a des comportements à caractère grégaire qui reposent sur des formes d'ignorance, et on suit sans savoir ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes entrés dans l'analyse de l'état social de Midi-Pyrénées à travers le rapport, l'état social de la France, et son abstract spécifique à Midi-Pyrénées, dans lequel on voit que cette région est classée première en lien social. C'est là où il y a le lien social le plus développé dans la société française. On peut voir les indicateurs qui positionnent cette région en première position. Et nous avons fait le même exercice en termes de performance, et on voit que la société midi-pyrénéenne est classée 4e en termes de performance. Alors ça la situe sur cette diagonale, lien social performance, en haut à droite de ce schéma, sur un mécanisme d'équilibre performant. Alors, l'évolution est positive en termes de lien social, on est au-dessus, on suit l'évolution de la société française sur 10 années, toujours avec de l'avance sur l'ensemble des autres territoires. Et en termes de performance, alors, Midi-Pyrénées est classé 4e, mais reste dans la moyenne de la société française, parce qu'évidemment, en France, il y a le problème de l'Île-de-France qui préempte toutes les richesses, toutes les énergies, tous les talents de la société française qui ont vocation à passer par Paris à un moment ou à un autre. Et donc cette société francilienne a un haut niveau de performance, mais qui n'est pas dû aux franciliens, qui est dû à l'ensemble de la société française. Donc maintenant, pour entrer dans l'analyse de Midi-Pyrénées, nous devons suivre le plan de la grille d'analyse de l'identité collective. Alors, premièrement, il faut regarder le lien à l'espace, ensuite le lien aux personnes, c'est-à-dire les codes relationnels, ensuite la mémoire collective, d'où nous venons, et puis le projet collectif, où nous allons. Donc, pour construire une analyse, il faut partir du commencement et puis monter dans cette échelle de la complexité. Et quand on veut par contre construire une transformation, alors évidemment, il est possible de réinventer l'avenir, mais en tenant compte du passé, en le relisant et en étant capable de le traduire et de le lire à travers le projet que l'on propose pour bâtir de la cohérence. Alors maintenant, qu'est-ce qui qualifie Midi-Pyrénées que nous allons voir plus en détail dans un instant? C'est d'abord un vaste carrefour qui est enclavé, ensuite des particularismes très affirmés, et si on veut comprendre l'histoire de Midi-Pyrénées, en fait, il faut déconstruire l'histoire de France. Et tout ça va nous permettre de comprendre que la spécificité de Midi-Pyrénées, c'est de travailler à la construction formelle des équilibres entre les composantes du corps social. Alors maintenant, pour entrer dans le détail sur le premier élément, le vaste carrefour enclavé, la région Midi-Pyrénées est la plus grande région de la société française en métropole. Ensuite, cette région, elle est dominée par Toulouse, et on voit ici que Toulouse préempte l'ensemble des flux entre domicile et travail. Alors, après, on parle beaucoup de longancement entre les montagnes au nord et au sud et entre les régions qui ne permettent pas d'accéder à la mer à l'est et à l'ouest. Mais quand on regarde l'histoire de Midi-Pyrénées, nous constatons qu'en fait, c'est un territoire de passage. Les Visigoths, par exemple, sont venus après le sac de Rome en 410, ils sont arrivés 8 années plus tard ici, puis ils sont allés en Espagne. C'est un territoire de passage, un grand carrefour, qui permet aux populations de passer. Et maintenant, quand on regarde la deuxième dimension, les codes relationnels, nous constatons qu'il y a une très grande quantité de festivals dans ce territoire. Alors, une explication assez intéressante à regarder, c'est la notion des bastides. Les bastides ont été créés après la croisade des Albigeois et avant la guerre de Cent Ans, et c'était des systèmes qui permettaient aux habitants de construire leur propre fonctionnement urbain. Et donc là, on a ce lien particulier au territoire qui s'est installé dans cette partie de la France et même dans cette partie de l'Europe, les bastides. Et ceci a constitué un ancrage de la langue, l'occitan, est encore répandu dans le territoire, et en tout cas, l'accent occitan l'est beaucoup. Et il y a des symboles très forts, évidemment, le rugby, on le connaît tous, le Concorde, la gastronomie, le viaduc de Millau.
Et on trouve dans ce territoire une très grande quantité de monuments historiques. C'est la première région, ex aequo avec quelques autres, en termes de quantité de monuments historiques. C'est-à-dire que l'histoire a semé un peu partout ses traces et il nous faut aller à la découverte de Midi-Pyrénées dans l'histoire. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour comprendre l'histoire de Midi-Pyrénées, en fait, il faut déconstruire l'histoire de France. Déconstruire l'histoire de France, ça veut dire quoi? Au moment de Vercingétorix, ce territoire n'est pas gaulois, il est déjà romain. Il se bat aux côtés de Jules César et pas aux côtés des Gaulois. Ensuite, au moment de Clovis, ce territoire n'est pas franc, il est wisigoth. Et d'ailleurs, à la bataille de Vouillers, c'est le roi des Francs, Clovis, qui va tuer de ses propres mains le roi de Toulouse, Alaric II. Ensuite, quand la société française devient catholique suite au baptême de Clovis, ce territoire n'est pas catholique. Il devient arien, puis cathare. Et puis, au moment de la croisade des Albigeois, croisade, c'est intéressant, évidemment, il y a la dimension religieuse avec Dominique de Guzman qui devient Saint Dominique et qui est le premier inquisiteur et qui structure la lutte contre les cathares en allant jusqu'à les brûler. Mais il y a aussi la notion de conquête politique avec Simon de Montfort qui n'est pas là contre les cathares, il est là pour prendre le territoire français et c'est au nom du roi de France que les cathares sont brûlés. Ensuite, vous avez Bernard Cessé. Bernard Cessé qui est à 70 km de Toulouse. Bernard Cessé, c'est l'évêque de Pamiers. L'évêque de Pamiers, juste après la croisade des Albigeois, 70 années après, les évêques français s'insurgent contre le pouvoir centralisé des Capétiens. Et cet évêque, qui est le chef des évêques français, Bernard Cessé, est mis en prison par Philippe IV. Philippe IV, pour pouvoir l'emporter face à la contestation des évêques, est obligé de réunir pour la première fois dans l'histoire de France les États généraux. Clergé, noblesse, clercs-États. Ces États généraux sont nés en réaction de l'action de Bernard Cessé, qui est à 70 km d'ici. Ensuite, tous les papes qui vont venir s'installer en Avignon, du fait de cette partie d'échecs fantastique conduite par Philippe IV le Bel contre la papauté, ces papes sont français, à commencer par Jacques Fournier, qui vient remplacer Bernard Cessé à Pamiers et qui structure la lutte contre les cathares, qui est un maître dans l'Inquisition et qui va devenir pape. Et là, dans l'histoire de France, le pouvoir spirituel est détenu par le pouvoir temporel. Ça a commencé avec Pépin le Bref et la clé de voûte, c'est cette partie d'échecs entre Philippe IV et la papauté. Et ensuite, on va voir continuer cette envie de structurer la société française avec la montée du radical-socialisme qui se fait dans cette partie du territoire. Et au premier rang de ce radical-socialisme, on trouve Gambetta qui est à 100 km de Toulouse, à Cahors. Gambetta qui va faire le 4 septembre et qui va installer la Troisième République dans la société française. Et après Gambetta, évidemment, on va voir Jaurès qui structure le principe de la séparation de l'Église et de l'État et qui même crée, là encore, de façon formelle, crée la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui est donc l'ancêtre du Parti socialiste. Nous retrouvons cette dynamique de structuration de l'inclusion, de la diversité des acteurs en 1942 avec l'archevêque Jules Saliège, archevêque de Toulouse, qui envoie le 23 août une lettre à tous les curés du diocèse, qui leur demande de lire dans toutes les églises, parce qu'ils s'insurgent contre le traitement fait par Vichy, allié au régime nazi, aux Juifs. Et donc c'est pour ça que l'on va retrouver en Midi-Pyrénées une grande quantité de Juifs qui viennent ici pour trouver une terre d'asile. Et en fait, cet équilibre formalisé, on le voit tout au long de l'histoire de Midi-Pyrénées. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, à chaque étape de la vie de ce territoire, il a fallu travailler à l'articulation entre la réalité des faits et le discours officiel. Le discours officiel dit « nous sommes tous Gaulois », sauf en Midi-Pyrénées. Le discours officiel dit « nous sommes tous francs », sauf en Midi-Pyrénées, etc. Et à partir du moment où on doit faire ce travail d'articulation de la réalité avec le discours officiel, alors on est contraint de construire un mécanisme de gestion de la complexité beaucoup plus formalisé, c'est beaucoup plus difficile. Et on va retrouver ce même travail de formalisation de la complexité de sa gestion dans une checklist que tout pilote d'avion sait qu'il doit faire de façon à pouvoir
piloter son avion. Et on va retrouver les grands pionniers de l'aviation dans ce territoire qui savent combien la complexité doit être gérée de façon très attentive. Clément Ader, puis Louis Blériot sont des Toulousains, ou viennent s'installer à Toulouse parce que c'est ici qu'il est possible de construire cette gestion de la complexité. Et on va retrouver la gestion des équilibres dans de multiples autres domaines. Le dialogue social élaboré, des partenariats entre la recherche et l'industrie, le Stade Toulousain, qui est la seule association sportive en charge de la gestion de son équipement sportif. Le lien entre l'ENAC et Airbus, le développement multinational, bien sûr avec les Allemands, mais aussi avec les Italiens, avec les Espagnols, et tout ceci s'accompagnant d'une grande concentration des énergies. Et c'est comme ça qu'on va retrouver deux scénarios qui sont à l'œuvre. Un scénario positif, je m'arrête là et on pourra reprendre là-dessus. C'est mieux? Oui. Oui. Bravo. C'est une terre de tolérance et d'innovation. Dans ce territoire, on cultive la différence, on structure la congruence et on structure l'art du bien vivre ensemble. C'est le Convivienza, le Paratch, c'est même les troubadours. Et tout ça pour faire quoi? Pour gérer de façon formelle la complexité. Maintenant, il y a un scénario négatif. C'est que c'est un territoire à plusieurs vitesses. Il y a une répartition inégale des richesses, une spécialisation industrielle qui pose problème. Et pour ça, il faut se souvenir de l'épisode du pastel, avec la cocagne, le pays de cocagne, c'est ici, c'est en Midi-Pyrénées. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce territoire a le monopole de la cocagne, qui est le cœur de la fleur pastel, et dans l'ensemble du Moyen-Âge, lorsque l'on veut pouvoir teindre des rideaux en bleu ou avoir une chemise bleue, il faut acheter la cocagne en Midi-Pyrénées. La région devient riche. Mais quand les Portugais découvrent la route qui passe par le sud de l'Afrique pour aller chercher en Inde l'indigo et le ramener beaucoup moins cher, alors le monopole de la teinture bleue disparaît et avec lui s'affaisse la richesse midi-pyrénéenne. Donc attention aux situations de monopole dans laquelle ce territoire se trouve à nouveau avec cette industrie aéronautique qui est très performante ici, mais qui reste prise dans une logique de silo, une logique de réseau. Tout le monde ne parle pas à tout le monde, avec donc ce risque d'affaissement global du territoire. Ça s'est déjà produit, ça pourrait se reproduire. Et donc l'alternative, c'est de poursuivre et essayer de construire et de réunir les conditions du succès du scénario positif avec la construction d'un meilleur mécanisme de gestion de la complexité au sein de l'entreprise, mais aussi dans la société dans son ensemble. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a deux grands projets à bâtir. Inventer les liens externes à l'entreprise dans la société et les liens internes. Donc ça veut dire réinventer des mécanismes managériaux et réinventer la démocratie. Voilà ce que les fils de Bernard Cessé, les fils de Gambetta, les fils de Jaurès doivent faire, poursuivre ce travail de construction de la formalisation de la gestion de la complexité pour être capable d'impliquer toutes les composantes du territoire dans la réflexion collective.